sockets en titane. Bienvenue dans les sockets en titane, parlons vélo, l'émission de Radio Campus entièrement dédiée à la bicyclette sous toutes ses formes. Je ne suis pas en direct dans les studios pour cause de confinement. Néanmoins, je tenais particulièrement à vous présenter aujourd'hui une émission sur la place qu'occupe le vélo à Bruxelles dans la crise du Covid-19. Car bien sûr, derrière ces vélos, il y a des humains, des femmes et des hommes qui rendent service à la communauté en pleine pandémie mondiale et j'en profite d'ailleurs ici pour les remercier. Nous rencontrons donc ce soir Urbike qui distribue des kits de masques dans tout Bruxelles en vélo cargo. Wheel of Care, les infirmières et infirmiers à vélo. Ride for Corona, Ben, devenu livreur de bière à vélo durant le lockdown. Et oui, nous allons aussi vous faire voyager avec l'interview, le récit d'aventure de Julien Defourny, parti faire le continent américain, du sud au nord, à vélo et en kayak. Nous allons prendre également des nouvelles de Alex Gibon du projet Bike to School, revenu cette semaine de son tour du monde à vélo écourté par le coronavirus. Katia, la nomade sédentaire, vous présentera sa chronique en rapport avec l'actualité et nous montrera comment facilement sortir un petit peu de Bruxelles sans rencontrer trop de monde. J'espère surtout que vous portez bien en cette période fortement bizarre. Merci de vous être branchés sur Radio Campus pour les sockets en titane, l'émission qui pédale fort. Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 sur le 92.1 FM ou en stream sur le web. Vous pouvez réagir évidemment sur Twitter en direct pendant l'émission. Et si ce n'est pas encore fait, merci de liker notre page Facebook et Instagram. On commence tout de suite avec Ride for Corona. Bonjour Ferdinand, Route de Bézieux. Merci à toi d'accepter cette interview en cette période un peu spéciale. Interview que tu réalises dans le cadre de l'opération Ride for Corona que tu as organisée avec 5 cyclistes amateurs bruxellois pour récolter des fonds pour la Fondation Pasteur. C'est bien ça? Oui. Eh bien, bonjour déjà, merci de me recevoir. Et exactement, on est 5 dans l'organisation à avoir lancé ce challenge parrainé qui permet de réunir, comme tu l'as dit, des fonds pour l'Institut Pasteur. Voilà. Et l'idée, c'est de rouler au minimum 24 heures autour du bois de la Cambre. C'était au début, on partait sur faire juste 24 heures et faire un peu de pub autour de ça pour réunir le plus de fonds possible. Et ensuite, il y a eu un grand engouement autour de notre projet grâce à Instagram et Facebook où beaucoup de gens nous rejoignaient. Et on a décidé de continuer et de faire participer tous les gens qui nous suivaient. Et ce qui fait qu'au final, on a roulé 276 heures, donc sur 12 jours, on a roulé autour du bois de la Cambre avant qu'on arrête le challenge. Waouh, 276 heures, ce qui équivaut à 8000 km. C'est 8500 km qu'on a parcouru. 8500 km, pas précisément, mais c'était plus ou moins ça. Et vous avez eu cette idée entre copains parce que vous êtes. Est-ce que vous êtes tous des scouts qui à la base faites les 24 heures vélo du bois de la Cambre? Eh bien justement, dans l'organisation, on est 4 à être très à fond pour les 24 heures vélo et un seul ne fait pas du tout les 24 heures vélo et c'est le créateur qui faisait pas du tout ça à la base. C'est lui qui a eu l'idée. C'était pas du tout pour les 24 heures vélo à la base. Et comme nous, on n'avait pas eu nos 24 heures vélo, justement, on s'est dit « Ah, ça a l'air cool comme challenge ». On est venu avec lui, on a organisé ça ensemble et ça a pris de l'ampleur. Mais du coup, à la base, c'était pas du tout pour faire une espèce de 24 heures vélo alternatif. Mais au final, c'est devenu un peu comme ça et c'est ce qui a donné envie à tous ceux qui nous ont suivis de participer à ce challenge qui y ressemblait. Ouais, moi je croyais que c'était parce que vous étiez trop triste de pas avoir eu les 24 heures vélo du bois de la Cambre, mais non en fait. Mais ça s'est bien rencontré en fait tout ça. Oui, mais c'est ce qui a permis surtout qu'il y ait autant de gens qui participent. Cette absence des 24 heures vélo remplacée par Ride for Corona entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas eu que les 5 coureurs de la base qui ont roulé. Il y a plein de gens qui sont venus vous soutenir. On vient de terminer le challenge là et du coup on se met à faire les statistiques on a déjà fait la première semaine et la première semaine c'est 97 rouleurs différents et deuxième semaine ce sera quasiment autant donc on est en train de les compter un par un. Ah ouais, et de tout âge en plus j'ai cru voir sur votre Le plus jeune avait 13 ans et le plus vieux avait 60 ans. Voilà, quel beau projet. Vous devez être quand même content de votre initiative qui a marché plus que vous ne l'espériez. À la base, c'était vraiment juste pour faire un petit truc pour mettre la pierre à l'édifice de la lutte contre le Covid-19, mais au final, c'est devenu quelque chose de très gros et les 5 personnes de l'organisation, on était dépassés par ce qui se passait.
on était vraiment très impressionnés et très fiers du travail accompli et de tout le succès que ça a eu. Bah, vous pouvez, il y a de quoi. Bravo encore à vous. Merci de l'avoir fait. Et en plus, faut quand même préciser que vous avez respecté les règles de distanciation sociale entre vous, entre coureurs. Il y avait toute la sécurité requise qui était assurée. On s'est bien renseigné sur les publications législatives, sur toutes les mesures de police, pour vraiment faire que ce qui était autorisé, donc rouler à 2 avec des distances, toujours la même personne ou une personne de chez soi. Donc ça, de A à Z, on a toujours bien respecté. Il y a peut-être eu des écarts, mais on a toujours recadré directement les petits écarts qu'il y a eu parce que on voulait rester cohérent avec la lutte qu'on a contre le Covid-19. Si on respectait pas les mesures, c'était pas cohérent. Donc on était toujours, le mot d'ordre, c'était respecter les mesures. Et ce qu'on a vraiment bien réussi à faire durant ces 12 jours. Et alors pour faire les relais, vous pouviez pas vous coller trop l'un derrière l'autre du coup pour rouler? Non, justement, on essayait, enfin, on interdisait de faire des relais. Enfin, on interdisait pas vraiment, on demandait de pas le faire. Mais il y avait sûrement des gens, genre des frères qui vivent dans la même maison, qui eux faisaient des relais. Faut leur dire bon, à ce moment-là, c'est plus ou moins autorisé, mais justement, c'était le côté un peu dur du challenge, c'était qu'on était toujours face au vent, donc avec personne personne chez qui on peut se protéger. C'était tout le côté un peu difficile de ce challenge, de toujours rester seul. Et en fait, une deuxième personne, c'était surtout pour le mental et accompagner la personne plus que pour rouler plus vite. Tout à fait. Et ce qui est fou, c'est que le Bois de la Cambre, donc le tour fait en 2,5 km approximativement. Ouais, c'est ça. Et toi, tu as l'habitude de le faire parce que tu le fais comme ça pour t'entraîner un peu tout le temps. Mais là, quand on voit la trace GPS d'une nuit de Ride for Corona, c'est impressionnant, quoi. Le nombre de fois que il suffit d'aller voir sur la page Instagram, qui est la plus à jour, je crois, par rapport au profil Facebook, mais le profil l'est aussi. Et donc les gens peuvent aller déjà encore sûrement donner peut-être via la page. Il y a le lien qui est inscrit. C'est une collecte Litchi qui est toujours en activité, on va laisser encore une semaine, le temps que les gens fassent leur don après l'arrêt de l'événement. Et comme on en parlera dans l'émission d'aujourd'hui, donc du vendredi 10 avril, j'espère que les gens pourront encore réagir en entendant notre interview à la radio, sur Radio Campus. Et comme c'est une émission, les sockets en titane, qui est dédiée au vélo, autant pousser la question jusqu'à savoir comment est-ce qu'il y a eu une chute. Moi, j'ai vu que je vous suivais sur la story de Ride for Corona d'Instagram, et il y avait eu une chute à un moment de distraction, qui n'a pas causé de blessures sévères. Je crois qu'en tout, on a eu 2 ou 3 chutes, mais seulement de distraction, et en plus, c'était même pas pendant la nuit. On n'a pas eu beaucoup d'informations à propos, mais qui disait juste il avait cogné la personne devant lui. Mais c'est que des chutes très légères parce qu'au final, on n'allait pas si vite et qu'en journée, on restait assez calme. C'est que vraiment la nuit que vraiment les meilleurs rouleurs venaient et pouvaient faire des sorties de 4 heures. Et c'est là justement qu'on voyait les images avec les tracés incroyables de 120 km au Bois de la Cambre. Où ils ont fait des dizaines et des dizaines de tours. Mais sinon, niveau chute, ça a vraiment été. On s'imaginait que ça aurait pu être pire, mais ça a été. D'accord, donc toi par exemple tu roulais la nuit surtout en fait. Moi j'ai fait je pense 8 ou 9 shifts et j'en ai fait au lever du soleil, j'en ai fait un peu vers 23h le soir. J'ai essayé de prendre là où il y avait de la place et pas toujours prendre les meilleurs horaires pour laisser les gens motivés. C'est un peu les horaires que personne ne voulait, on les prenait avec les organisateurs pour être sûr d'assurer la continuité. En tout cas un grand bravo encore pour votre initiative. Merci beaucoup. Et on rappelle que y a encore la collecte qui est ouverte sur litchi.com/ride for Corona. On peut la trouver en description de notre compte Instagram et Facebook. Ride for Corona sur Instagram et Facebook, c'est trouvable aussi. Voilà. Et donc vous avez roulé du 23 mars au 4 avril, je pense, au samedi 4. Je pense que c'est ça. Ouais. C'était du lundi au samedi. On a dû arrêter sous demande de la police. Une décision un peu contestée. Mais pour raconter l'histoire, c'est la police qui nous a appelés pour nous demander, qui nous ont contactés via la page Facebook, qui ont demandé un numéro pour nous demander d'arrêter. Mais on leur a dit, mais on fait rien d'illégal, et qui nous demandaient, oui, mais nous, on veut que vous arrêtiez, il y a trop de gens au bois, on veut se débarrasser de vous. C'était un peu un échange tendu avec la police et avec la commissaire de la ville de Bruxelles, qui m'a aussi appelé la même journée. On a essayé de négocier pour faire seulement la nuit, comme ça on dérangeait pas et il n'y avait pas trop de gens au Bois de la Cambre. Ils ont quand même refusé et au final on est obligé de se plier aux demandes de la police. On est assez déçus parce qu'on respectait tout, on avait réussi à faire un truc qui respectait exactement les mesures,
mais ça ne plaisait pas à la police. Du coup, on a dû arrêter et évidemment, on respecte leurs décisions. Parce qu'ils font déjà un travail difficile et formidable. Du coup, on va pas leur mettre plus de travail dans les mains. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, du coup, ils ont réagi quand même après 12 jours, ça va. Bon, vous avez quand même... Mais ils nous connaissaient, je pense qu'on a été victime de notre succès. Ils savaient qu'on était là, mais on commençait à avoir une grosse influence. Et ils aimaient pas le principe qu'il y ait des gens qui sortent, qui montrent qu'ils sortent, qui respectent pas le confinement, même si on le faisait dans des mesures très particulières et qui étaient acceptées par l'État. Ils ont voulu un peu servir d'exemple de dire on doit arrêter ça, on doit arrêter d'aller au bois de la Cambre, éviter les parcs. Donc on comprend très bien et on veut justement jouer de cette influence pour demander aux gens de ne pas aller rouler au bois de la Cambre, éviter les parcs, tout ça. Du coup, et quand pour aller faire du vélo, ce qui est autorisé, aller faire en dehors des parcs et aller en Wallonie, en Flandre, explorer un peu. Ouais. Bon, en tout cas, l'important c'est que vous avez pu le faire et encore bravo à vous. On vous retrouve donc sur la page Facebook ou le profil Instagram Ride for Corona, tout simplement. Exactement. Et il y a des belles photos d'ailleurs, aussi bien pour vous trouver pour pouvoir financer un peu le projet jusqu'à fin de la semaine que de voir ces belles photos de votre expérience et de votre amour du vélo aussi, hein, franchement, faut le dire. Merci Ferdinand. Like I do. That's right, baby. She wanted me to put out this fire burning in my soul. She said to me, only you feel can put out this fire. Only you feel can put out this fire burning in my soul. Only you, baby. Vous venez d'écouter Theophilus London avec le morceau Only You avec Tame Impala. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Campus dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Nous avons réalisé l'interview d'Étienne de Clipele qui travaille chez Urbike et qui nous explique comment ils ont pris part au projet citoyen Masque for Coronavirus Bruxelles, dans lequel toute une série de partenaires se sont engagés depuis déjà une bonne quinzaine de jours, assurant la distribution de kits de masques chez des milliers de couturiers et couturières bénévoles bruxellois. Bonjour Étienne de Clipele de Urbike, la société coopérative de transport bruxellois à vélo, cargo notamment, surtout. Oui. Alors, vous êtes donc une société de transport à vélo, comme je viens de le dire, qui est active en ce moment, malgré le confinement, malgré la crise du coronavirus, c'est ça ? Oui, effectivement. Pour l'instant, le secteur de la livraison n'est pas arrêté, surtout pour nos clients qui transportent des biens de première nécessité. C'est le cas notamment de la livraison de masques qu'on a commencé depuis maintenant 2 semaines. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est une activité qui ne s'arrête pas pour l'instant, qui est très utile vraiment en ce moment-ci. Et puis après, il y a aussi d'autres clients avec qui on est encore très actif pour l'instant, notamment tout ce qui est livraison de nourriture.
Donc voilà, pour le moment, on est loin d'être arrêté en tout cas. Et voire même augmenter votre rythme ou pas? Oui, ben voilà, il y a des clients pour qui on a commencé vraiment maintenant. Donc c'est le cas des masques. Hein, donc évidemment, avant la crise, c'était pas nécessaire. C'est un projet qui s'est mis en place pendant la crise, et donc on a en termes de volume, on a même dû vraiment augmenter. On a dû être créatif. On a dû trouver des nouveaux coursiers, commander des nouveaux vélos, des nouvelles remorques. On en a profité aussi pour se structurer un peu. On a un nouveau programme aussi IT qui nous permet de suivre un peu l'augmentation de la demande qu'il y a eu ces derniers temps. D'accord. Et pour ce partenariat au niveau des masques, c'est avec Iris, avec la région bruxelloise, le projet? Oui, c'est un projet qui est notamment proposé par la région bruxelloise et qui est notamment mené avec plusieurs entreprises ASBL, dont Travi et Ecores. Donc Travi, c'est une entreprise de manufacture qui emploie des personnes handicapées et qui ici dans ce cadre de ce projet fournit les matériaux pour la création des masques. Et nous, notre rôle ici, c'est d'aller livrer les matériaux chez des bénévoles partout à Bruxelles pour que ces bénévoles cousent les masques. Donc c'est vraiment un projet ultra circulaire, ultra local. Donc nous, notre rôle, c'est donc, comme je l'ai dit, d'aller livrer ces bénévoles et évidemment, une fois que les masques sont confectionnés, de ramener ces masques chez Travi afin qu'ils soient testés, donc un premier contrôle de qualité, et ensuite livrés chez les bénéficiaires. D'accord. Et alors vous, Urbike, livrez depuis combien de temps maintenant vous existez? Alors maintenant, donc l'entreprise a été créée il y a un peu plus de 2 ans, mais on est opérationnel, je dirais. On livre en fait depuis maintenant 1 an seulement. Ça paraît fou, mais voilà, en 1 an, moi quand je suis arrivé, c'était il y a un peu plus d'1 an. On n'avait pas de coursier, on avait un seul vélo qui était plus un vélo de show. Et maintenant, on a vraiment une flotte entière de vélos. On a une vingtaine de coursiers. Ça roule vraiment beaucoup. Donc voilà, l'entreprise, même si elle est jeune, grandit vraiment fort. Et notre volonté, c'est vraiment d'avoir un impact important sur Bruxelles pour remplacer en fait un maximum de camionnettes et de camions légers par des vélos. D'accord. Et alors, pour être bien précis, puisqu'on est quand même dans une émission de radio dédiée aux vélos, oui. Les vélos que vous utilisez sont des Bullitt, notamment, je pense. Oui, notamment. Donc on teste en fait, comme on est vraiment encore dans une période un peu, disons, de test. On en profite pour tester plusieurs vélos. Donc on a notamment effectivement des Bullitt, des e-Bullitt. Donc il faut savoir que nos livraisons, on les fait essentiellement avec des vélos cargo évidemment, mais on tire aussi des remorques et des conteneurs à l'arrière. L'idée ici, c'est vraiment de se concentrer sur les gros volumes. Donc on tire jusqu'à 180 kg de marchandises juste à l'arrière et éventuellement encore 100 kg à l'avant. Donc ici, on roule vraiment essentiellement avec des vélos à assistance électrique. Et donc oui, on roule avec des e-Bullitt, on roule avec des Omnium, donc des vélos danois un peu plus épurés, un peu plus légers. On roule avec des vélos 12 cycles, donc une marque française. Les Omnium sont électriques aussi ou Oui, non? les Omnium sont électriques également. Ouais, et alors vos remorques sont assistées aussi ou donc, les remorques sont pas assistées. C'est vraiment c'est des remorques Fleximodel. Donc c'est une entreprise française aussi. Et donc ces remorques sont assez particulières parce que c'est vraiment, disons qu'il faut la considérer comme un mélange entre une remorque et un transpalette. Toute notre entreprise est vraiment basée en fait sur un principe de la conteneurisation maritime, mais adapté dans les villes. Et donc ici, l'idée, c'est que avec cette remorque, en fait, on peut venir prendre une palette ou un conteneur qui est déjà rempli chez le client, par exemple, qu'on puisse le prendre en fait comme on prend une palette avec un transpalette et directement accrocher cette remorque au vélo sans qu'on doive faire de transbordement, soit qu'on doive en fait déplacer la marchandise d'un rôle, par exemple, vers la remorque. Ici, l'idée, c'est que la palette et le conteneur soient directement remplis en amont de la chaîne logistique et que le coursier en fait n'ait plus qu'à prendre cette palette avec sa remorque. Et donc en fait, c'est difficile à expliquer comme ça quand on voit pas, mais en fait avec un simple mouvement de levier,
on peut prendre une palette avec cette remorque et on n'a plus qu'à accrocher la remorque au vélo et alors on peut partir avec la palette. Et c'est vraiment tout ça c'est vraiment ce système ici qu'on veut promouvoir à Bruxelles. Oui, vraiment une logistique, comme tu disais, inspirée de la logistique maritime. Voilà, exactement. C'est en fait dans les années 50, l'invention du conteneur a vraiment favorisé le commerce mondial via justement ce conteneur. En fait, cette unité logistique qui est remplie en amont de la chaîne logistique et qui peut être transbordée d'un bateau à un train à un camion très facilement. Ici, c'est vraiment la même chose. On veut répliquer ce modèle, mais à l'échelle du vélo et à l'échelle des derniers kilomètres, avec aussi une unité logistique, en fait, ce conteneur ou cette palette qui peut être déchargée d'un camion et facilement chargée sur un vélo sans perdre de temps. En tout cas, c'est un beau projet qui, comme tu disais, grandit de jour en jour. Et je vois que là, vous distribuez même des œufs de Pâques vous faites la livraison d'œufs de Pâques pour une chocolaterie belge. Exactement, on est en collaboration pour l'instant avec la chocolaterie Belvas. Donc c'est du chocolat bio. Fairtrade aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et voilà, on a eu des contacts. Ils nous ont demandé si on pouvait livrer pour eux parce que l'idée aussi pour le moment, c'est avec la situation, beaucoup de commerçants sont peut-être bloqués parce que voilà, il y a moins de clientèle, il y a des activités qui sont plus possibles. Ici, l'idée, c'est d'aider, de faire notre possible pour aider les commerçants à livrer malgré tout. Et donc, tant qu'on a du matériel, tant qu'on a des coursiers disponibles, voilà, on en profite pour faire de la livraison et c'est ce qu'on fait pour l'instant, effectivement, avec Belvas. Et vous avez remporté un prix, comme un prix en Belgique, je pense, le prix Transport Logistique Award Belgium 2020. Voilà, exactement. On a remporté ce prix assez récemment. On en est très fiers, évidemment, vu que c'est pour une boîte de livraison de marchandises à vélo, c'est assez particulier. On s'est retrouvé parmi beaucoup de transporteurs camions, etc. Et donc, oui, c'est sûr, on en est assez fiers. Et d'une certaine manière, ça reflète un peu aussi la place du vélo. Pour l'instant, c'est sûr que c'est devenu clairement important. Ce n'est plus juste une image ou du greenwashing. C'est devenu un réel moyen de transport pour le last mile dans les villes. Et donc, oui, on en est vraiment très content. Ah ouais, non, vraiment, je vois que vous travaillez pour des grosses entreprises qu'on ne va pas citer, mais on peut tout voir sur la page soit de Facebook de Urbike, soit de votre site internet, tout simplement, urbike.be. Voilà, exactement. On a vraiment, donc en fait, quand l'entreprise a été créée, on a répondu à un appel à projet de la région bruxelloise d'Innoviris afin de tester avec justement ces 4 gros clients la livraison de tout type de marchandises. L'idée, c'est vraiment en fait de prouver qu'il est possible de livrer à vélo tant des médicaments que des biens des supermarchés, que des repas chauds chez les personnes âgées par exemple, ou encore. Ah oui, avec la CSD, je vois que vous travaillez avec la CSD Bruxelles. Voilà, exactement. Et donc, voilà, au sein de ce projet, avec ces 4 gros clients, vraiment l'idée c'est de prouver que tout est possible à vélo. Et avec la CSD notamment, on transporte des repas chauds qui sont créés et mis dans des boîtes isothermes à la CSD. Et alors ici, tout le projet ici, c'est de livrer les bénéficiaires avec nos vélos, avec nos conteneurs. Et alors en l'occurrence ici, cette livraison-là, on l'a fait avec des partenaires qui sont Molenbeek. L'idée aussi, c'est de s'associer avec des sociétés de coursiers qui existent aussi à Bruxelles et de ensemble avoir un impact le plus gros possible. Et Local and Fair Transport aussi, je vois, dans le cadre de ce projet avec CSD. Voilà. Donc évidemment, l'idée c'est de promouvoir tout ce qui est local. Il y a beaucoup d'aspects qui sont étudiés. Et alors quand par Fair Transport, l'idée ici c'est de remettre le coursier au centre de la livraison. On veut un peu prendre le contre-pied des boîtes de coursiers qui existent déjà et qui fonctionnent pas spécialement en mettant le coursier au centre. Ici, ce qu'on veut vraiment faire, c'est déjà typiquement de payer le coursier à l'heure et pas à la course. Pour moi, ça me semble assez aberrant de payer des coursiers à la course. Évidemment, ça veut
ça va inciter les coursiers à prendre des risques, à brûler les feux rouges, etc. Ici, nous, on veut avant tout que le coursier ait des bonnes conditions, qu'il se sente bien dans l'entreprise, qu'il ait un contrat. Donc, on travaille avec la Smart pour qu'il ait un contrat. C'est pas des indépendants. Et donc voilà, ça c'est vraiment une grosse partie du projet aussi. On travaille avec l'université Saint-Louis qui fait des recherches en fait sur le statut idéal que devrait avoir le coursier. Ah ouais, ok. En tout cas, déjà, c'est un grand merci qu'il faudrait vous adresser pour ce que vous faites, puisque vous continuez à bosser alors qu'on est en pleine période de confinement. Donc déjà, merci beaucoup de continuer à faire ce que vous faites, puisqu'il faut bien que ça arrive jusqu'à nous. Oui, de rien, on est content de le faire. Je pense que ça a vraiment du sens. Si personne d'autre, peu de gens pourraient le faire. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire et on est très content de le faire en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, parce que j'imagine qu'il y a du boulot en ce moment. Oui, énormément. Là, je vais filer, continuer mes exports et mes communications avec les coursiers. Il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est des longues journées, mais je pense que c'est assez historique. On sera content en tout cas quand ce sera fini. Ben oui, merci encore pour l'interview et surtout pour le travail que vous faites au quotidien. Parmigiani Fleurier, that's the wrist piece. Nice. When I go away, I know she miss me. Yeah. Hate to leave her, but I love the way she kiss me. I love it. Yeah. I love the way she kiss it. Yeah, I love it. Told her she was wifey and meant it. Never had no time for no mistress. Never. Ooh, that girl fine and she know it. And I'ma show the world. Yeah. Wake up winning. Feel too blessed. Yeah. She don't need no makeup. Skin too fresh. Open up the bank account. Boy, ain't nothing to it. She tell me what she want, cause she know I'm gon' do it. That thing poke too much. Put a ring on it, boy, do that in a rush. Yep. I'm saying I'm with it, talking right now. Cause you a winner, lights on, the lights out. I knew it from the moment that I met you. It's forever, my love. Yeah. So forever when you make my life better. You're forever, my love. Yeah. You know I started from the basement, bottom. Now it's white Hermes for the bracelet. We lit. Step out, turn heads in amazement. Yeah. And still keep it low maintenance. Anything you want, now I got it. You don't need to have no questions about it. No question. And I never give you reason to doubt it. No question. We playing all trust. It's just us. Yeah. Now it's we. More than just you. Never just me. Never. I used to be a player till I got you in the sheets. Yeah. You caught that beat and you brought that heat. Killing. One time and I knew I had a winner. Turned me to a saint from a bona fide sinner. When I'm in the streets, know I gotta represent her. Right. And keep the love summertime hot through the winter. I knew it from the moment that I met you. It's forever, my love. Yeah. So forever when you make my life better. You're forever, my love. Yeah. On vient de s'écouter Ryan Leslie avec Forever My Love. Katia, alias la nomade sédentaire, nous explique comment se confectionner un itinéraire facilement pour aller rouler en dehors de Bruxelles, ou en tout cas en dehors des pistes fréquentées par tout le monde pendant le confinement. Mars 2020. La Belgique, comme une grande partie de la planète, est confinée. Interdiction de sortir de chez soi sans motif valable. Mais aussi, et Dieu merci, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays comme la France par exemple, l'activité physique en extérieur est non seulement tolérée, mais même encouragée. Alléluia! Merci aux experts qui ont compris que pour entretenir et renforcer notre système immunitaire, mais aussi notre santé mentale, les Belges étaient invités à bouger et à prendre l'air. Au départ, les consignes n'étaient pas très claires. Y avait-il des limites de distance ou de durée pour les sorties à vélo? Pouvait-on rouler à plusieurs? Ce manque de clarté a déclenché des débats parfois virulents sur les réseaux sociaux et ailleurs. Les personnes qui osaient aller rouler à bicyclette étaient soudain responsables de tous les maux et traitées d'irresponsables, d'égoïstes et j'en passe.
heureusement, quelques jours plus tard, les autorités ont clarifié les consignes. Les sorties à vélo sont autorisées sans limite de durée et de kilométrage, à condition de respecter quelques conditions élémentaires. Rouler seul ou à deux, mais alors toujours avec la même personne, sans s'arrêter, en respectant les distances de sécurité, 5 mètres sont recommandés entre les cyclistes, et avec un départ et une arrivée au domicile. Pas question, dès lors, de mettre les vélos sur les SUV pour aller faire une balade en forêt. Une fois les règles clarifiées, les rues de Bruxelles, désertées par les automobiles, ont commencé à se remplir de cyclistes en tout genre. Quel bonheur! Oui, enfin, sauf quand on songe aux distances de sécurité à respecter. Vu l'étroitesse de la plupart des pistes cyclables et leur encombrement par les joggeurs, qui essayent eux aussi de se tenir à distance des marcheurs sur les trottoirs, pas toujours évident de rouler en respectant cette fameuse distanciation sociale. Alors, que faire ? Où rouler pour pouvoir rouler tranquillement, à distance des autres et idéalement avec un peu de verdure autour ? Personnellement, je vais régulièrement rouler en dehors de la ville. Il ne faut pas forcément aller très loin pour être dépaysé et isolé. Je partage régulièrement des photos de ces balades sur mes réseaux sociaux et les gens semblent souvent étonnés, voire intrigués. S'ils savaient que je n'ai roulé qu'1 heure, parfois moins, pour arriver à ce dépaysement. Plusieurs personnes, fatiguées elles aussi de l'encombrement des pistes cyclables à Bruxelles, m'ont demandé récemment de partager mes itinéraires avec elles. Alors, aujourd'hui, je vais faire mieux que ça. Je vais vous expliquer comment confectionner vous-même un itinéraire sympa, adapté à vos envies et à vos aptitudes et au temps dont vous disposez. Avant toute chose, je précise que vous retrouverez ce billet et toutes les infos qu'il contient sur mon blog, lanomadsédentaire.be, blog que le talentueux Ben Baudard, pour ne pas le citer, vient de redesigner de fond en comble. J'en profite pour le remercier publiquement pour sa gentillesse, sa patience et sa générosité. Avant de commencer, un petit avertissement s'impose. Il existe une multitude de sites et d'applis pour vous aider à confectionner des itinéraires. Je ne vais bien sûr pas tous les mentionner ici, sinon cette chronique va durer 3 heures. Allez, c'est parti. Voici comment moi je procède. En gros, 2 options sont possibles. Soit vous confectionnez l'itinéraire vous-même, soit vous vous inspirez des itinéraires qui existent déjà. Voyons d'abord cette seconde option. Première possibilité. Vous allez sur le réseau social des cyclistes et autres sportifs, Strava. S-T-R-A-V-A. Suivez les gens qui vous intéressent, comme sur Facebook, et inspirez-vous des itinéraires qu'ils partagent. N'hésitez pas à vous inspirer de mes itinéraires si vous voulez. J'en ai plusieurs qui ne sont pas très longs, mais qui sont toujours bien dépaysants. Il vous suffit de vous rendre sur mon profil Strava, la nomade sédentaire donc, de sélectionner un parcours qui vous intéresse et de cliquer sur GPX pour le télécharger. Je crois que cette fonction est réservée aux abonnés Strava, mais l'abonnement n'est pas très cher, mais ça vaut la peine d'être vérifié. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié avant de faire cette chronique. Attention, nouveauté dont j'ai appris l'existence hier, et ça c'est vraiment génial. Strava propose désormais une nouvelle fonction, réservée aux abonnés encore une fois, qui vous permet de confectionner un parcours sur mesure en sélectionnant votre point de départ, le kilométrage souhaité, le dénivelé souhaité, vous avez le choix entre plat ou vallonné, le revêtement préféré, vous avez le choix entre route et terre. Après avoir entré ces données, Strava vous propose plusieurs parcours déjà tout faits, basés sur tous les enregistrements des utilisateurs Strava. J'ai utilisé cette fonction aujourd'hui et je dois dire que le résultat est bluffant. Continuons avec les autres options possibles pour vous trouver des parcours prêts à être utilisés. Le site Routio. Routio, donc c'est route comme route et you comme you, voilà, Y-O-U. Vous y trouverez des centaines de parcours. Vous trouverez aussi des parcours sur des sites du même genre comme Komoot, Wikiloc, ou encore GPSI. Tous ces sites, de nouveau, voilà, vous pouvez les retrouver sur mon blog après. Je ferai la liste avec les liens, etc. pour les retrouver facilement. Donc, une fois votre parcours sélectionné, n'hésitez pas à l'adapter si vous le souhaitez, en modifiant le lieu de départ par exemple. Ensuite, si vous ne possédez pas de GPS vélo, personnellement je viens d'investir il n'y a pas très très longtemps finalement dans un GPS Garmin Explore que j'adore, voilà. Mais voilà, pendant très longtemps j'ai roulé simplement avec mon téléphone, donc ça marche aussi. Donc si vous ne possédez pas de GPS vélo, le mieux est de télécharger sur votre téléphone
en général via l'appli correspondante. Vous devrez bien sûr songer à investir dans un petit support pour fixer votre téléphone sur le guidon du vélo. En ce qui me concerne, j'utilise le support Quadlock depuis quelques années déjà et j'en suis absolument ravie. Conseil. Avant de démarrer, pensez à paramétrer l'appli correctement. Par exemple, pour ne pas avoir l'affichage de la carte en permanence, sans quoi votre batterie ne survivra pas. Pensez à emmener une petite batterie externe quand vous partez en balade au cas où. Et évidemment le câble du téléphone. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je partais avec ma batterie, mais j'avais pas le câble. C'est pas pratique. Seconde option. Vous ne trouvez aucun parcours qui vous inspire sur tous ces sites, ou vous les avez déjà tous faits. Voici venu le moment de confectionner vous-même votre parcours. Alors, pour cela, tous les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure vous permettent de le faire. Je vais me contenter ici de vous expliquer comment moi je procède avec mes sites préférés. La méthode simple, fiable et rapide, ce sont les points nœuds. Ce réseau de parcours cyclables recommandé partout en Belgique. Allez donc voir le site fietsnet.be, vous serez impressionné. Bon, le hic, c'est qu'il n'intègre pas Bruxelles, seulement la Flandre et la Wallonie, mais bon, je vous expliquerai ensuite comment confectionner votre itinéraire dans Bruxelles pour rejoindre ces fameux points nœuds. Rendez-vous sur fietsnet.be donc et repérez le point nœud à partir duquel vous allez démarrer votre balade. Cliquez dessus. Ensuite, sélectionnez chacun des points nœuds par où vous souhaitez passer. À mesure que vous avancez, vous voyez le kilométrage évoluer dans le coin droit. Vous verrez que les chemins qui relient les points nœuds sont parfois orange. Il s'agit de chemins de terre. Personnellement, j'adore, mais assurez-vous que vous disposez d'un vélo adapté. Vous y êtes, vous avez fini de tracer votre petite boucle, il ne vous reste plus qu'à exporter votre parcours. Cliquez sur la fonction correspondante dans le coin inférieur droit de l'écran, une nouvelle fenêtre s'ouvre, ne modifiez rien et cliquez sur télécharger le GPX. Il s'agit du format standard de fichiers de ce type. Ensuite, ce que moi je fais pour vérifier que le parcours me conviendra bien, par exemple vérifier les différents revêtements, mais aussi et surtout le dénivelé, je me rends sur le site Komoot, mentionné tout à l'heure, et j'y télécharge mon GPX en cliquant sur le petit plus dans le coin supérieur droit. Vous pourrez aussi non seulement visualiser votre parcours, mais aussi voir les détails, le dénivelé, les revêtements, la durée estimée, le niveau de difficulté, etc. N'hésitez pas à modifier ce parcours directement dans Komoot si vous le souhaitez. Comment utiliser ce fichier GPX une fois qu'il est fait ? Le mieux est bien entendu de le télécharger sur votre GPS vélo. De nouveau, si vous n'en avez pas, téléchargez-le sur votre téléphone. Pour cela, vous pouvez par exemple vous envoyer le GPX par email sur votre téléphone, puis l'ouvrir via l'appli que vous aurez choisi, Routio, Komoot, Wikiloc, etc. De nouveau, avant de vous mettre en route, veillez à bien configurer l'appli pour éviter que la batterie ne se décharge trop vite. Voilà. J'espère que ces quelques informations vous auront donné envie de vous lancer, vous aussi, et de partir à la découverte de Bruxelles et de sa périphérie. Vous verrez qu'il ne faut vraiment pas aller loin pour être dépaysé. Osez sortir de Bruxelles, même un tout petit peu, pour trouver non seulement des chemins peu fréquentés, mais aussi des images dépaysantes, et revenir ensuite en ville reboostée, prêt ou prête à affronter quelques jours de confinement supplémentaire. De nouveau, vous retrouverez toutes ces informations et les liens vers les sites mentionnés sur mon blog. Patron, si le videur veut nous remballe, normal, c'est plus comme avant. Entre-temps, on a pris du grade, du galon normal. J'ai tout ce que je veux sur la table, normal. Quoi de neuf depuis le temps, non, j'ai rien de prévu ce week-end. Je connais un endroit mortel, un big plan. Quoi de neuf depuis le temps, moi ça fume plus de ganja. Mais je croise toujours les
keufs qui nous ont vu grandir. Un petit peu du collège abattu par les gunshots. Et toi tu me demandes pourquoi je fréquente plus le quartier. Mon gars j'ai plus le temps, j'ai plus le temps de squatter sur le banc, quoi ça te surprend. Mon gars j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Mais si ça faut rien ce week-end j'ai un pur plan. Dernier carton, les straps sortent du car plat, les saps sortent du carton. On a les ensembles, on a les cardigans. On est à l'aise ensemble, reste à l'écart du gang. 1, je suis plus attiré par ce genre de pain. 2, si t'as du love à donner, j'en veux bien. 3, parce que c'est pas sûr que je chante demain. Je suis prêt pour le déluge depuis tout petit sous le jogging, j'ai un short de bain. Depuis le temps, ouais, faire des projets ça met du temps. On squatte tellement le sud qu'on ressemble à des mutants. Quoi de neuf depuis le temps, ouais, faire des projets ça met du temps. On est tellement au-dessus, je les observe en lévitant. À l'instant, dans les sockets en titane, on s'écoutait Némir et son morceau Depuis le temps. Vous êtes toujours à l'écoute des sockets en titane. On écoute l'interview qu'a réalisé Katia d'un livreur à vélo. Ce livreur, eh bien c'est Ben. Il ne livre pas n'importe quoi, il livre de la bière en plein confinement. On va accueillir Ben, hein. Enfin accueillir, quand je dis accueillir, c'est un peu virtuellement. Hein. On est chacun chez nous et voilà, on enregistre cette interview. Ben, bonjour. Accueillir sans contact, bonjour. Coucou. Ça se passe bien? Ça se passe bien, ça va, ouais. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Tu es sur ta terrasse? Il y a pire. Je suis sur ma terrasse. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs. Moi j'entends un petit peu les oiseaux. Ouais. Un petit peu les oiseaux. Ouais. Voilà. Ils sont là. Ils chantent pour nous. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 petites minutes ce que tu fais dans la vie? Je crois que c'est lié au vélo aussi, au monde du vélo. Oui, effectivement. Donc moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis indépendant, puis chef d'entreprise en fait. J'ai lancé une petite boîte qui propose des services aux sociétés de mobilité partagée. Donc voilà, il y a plein de trottinettes maintenant, plein de vélos, bon, ça c'est pour les plus visibles, mais il y a aussi des voitures et voilà, nous on travaillait principalement avec les sociétés avec des voitures, avec l'idée de proposer toujours un service qui permettait de remplacer une voiture par un vélo. Je m'explique, pas pour les gens qui se déplacent avec ces voitures, hein, le service reste, mais par contre, toutes ces voitures ont besoin d'être déplacées, nettoyées, rechargées, etc. Et on proposait ça voilà, à base de vélo et pas à base de camionnettes. Donc en gros, on essayait de remplacer un maximum de trajets motorisés par des trajets cyclistes. Et donc, ouais, pour faire un petit topo, ouais, sur une année, sur 2 ans, pardon, on a fait un peu plus de 70 000 km au total à vélo. Donc, ouais, ça fait quand même quelques tonnes de CO2 économisées. Je parle au passé parce que, en fait, ça vient de s'arrêter. Pas lié au confinement du tout, mais assez étonnamment, c'était quasiment simultané parce qu'en fait, fin de l'année, mon gros client, qui s'appelait DriveNow, pour ne pas le citer, a donc quitté Bruxelles et Londres, les 2 villes où on était actifs. Et voilà, après, il reste une société, Poppy, avec qui on a un peu travaillé, mais la collaboration est assez mauvaise, en fait, très difficile de bosser sérieusement avec eux. Et donc, voilà, c'est un milieu qui est un peu... qui est très instable en fait parce que toutes les sociétés perdent de l'argent et voilà, moi j'ai essayé c'est pour ça du coup que j'en parle un peu à l'imparfait, j'ai essayé de me recentrer sur d'autres choses. Ça tombait pile avec le confinement et des nouveaux besoins dont on va parler. Ouais, et donc ouais, justement là pendant le confinement, je crois qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train de se mettre en place avec évidemment il y a les masques, il y a plein de choses qu'on est en train de livrer à vélo parce que maintenant évidemment il y a moins de circulation, donc il y a plus de place et il y a plein en fait d'initiatives qui existent déjà et qui se sont mises en place aussi justement pour le confinement pour livrer différentes choses et toi tu y participes, non? Effectivement, ouais, donc là c'est un pote qui tient la brasserie en Stoemelings, qui est une petite brasserie de 5 ans d'âge maintenant quand même, plus si petite que ça d'ailleurs. Il faut aller voir leurs locaux à Greenpeace, pas de Tour et Taxi, ils sont assez impressionnants. Mais donc, voilà, face à ce lockdown qui est arrivé quand même
très brutalement, comme beaucoup de ses confrères, ils se sont dit, bon, on va perdre 90-95% de notre chiffre d'affaires, puisque c'est effectivement la quantité qui est vendue à l'Horeca pour ces brasseries-là. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on se met en chômage technique en comptant les mouches, ou est-ce qu'on sort les doigts des poches et qu'on continue à essayer de bosser et à livrer ça? Et donc, ils ont profité un peu des premiers jours pour mettre en place une commande test avec leur cercle proche. Mais bon, c'est des gars assez populaires, ils ont un gros Facebook qui marche bien, et donc voilà, ils ont vite fait assez de bruit, et puis ça a bien marché, et ils se sont dit, ok, en fait on va lancer ça à grande échelle, et ils ont lancé un site web marchand, un Shopify, quoi, que tu fais en une matinée, hein. Et ils ont commencé à lancer leur bière, et en gros, son postulat, c'était de dire, on va demander un prix élevé pour avoir le tarif du bac, tarif Horeca, qui est plus cher que le tarif privé quand tu vas l'acheter à la brasserie. On va payer de la livraison dignement à vélo, et j'insiste sur le terme, parce que franchement, voilà, tu peux tenter de livrer de 36 manières différentes maintenant, et lui, c'est quelqu'un qui croit au vélo, qui croit à la mobilité durable en ville, et ils ont une camionnette, ils auraient pu tout faire sans camionnette. Ça, c'est quand même assez important d'insister dessus, c'est que le mec a voulu volontairement réduire sa marge pour en donner une partie à des cyclistes qui font le boulot, et puis sur une semaine, on a livré 400 bacs, quoi. Donc wow. ça fait quasiment 7 tonnes de bibines. Ça dit que les Bruxellois ont soif, mais ça dit aussi que les cyclistes ont des femmes au mollet, parce que c'était pas une mince affaire, mais ouais, faut aller voir la map, elle est assez impressionnante. Vous étiez combien pour livrer tout ça? 5 par jour. 5 rouleurs par jour pendant une semaine. Je crois qu'on a pris un jour off le mercredi, je suis plus sûr. On a fait lundi, mardi, jeudi, vendredi, et on a fait samedi encore une partie. On a fait 400 bacs. Et là, si des gens, c'est toujours en route, là, je veux dire, si des gens veulent commander là maintenant de la bière, ils peuvent aller. Toujours. Là, ça continue. Il y a encore des mecs qui roulent aujourd'hui. Là, ils sont plutôt 4 par jour. Les tournées sont un peu plus légères. On bosse plus jusque 17-18 heures, mais on a terminé à 13, 14, 15 heures. Mais donc, ouais, ça fait quand même une vingtaine de bacs par rouleur, on va dire. Et voilà, c'est chouette parce que, il y a encore, j'ai oublié de dire, dans le prix du bac, il y a encore 5 € de soutien aux urgences de Saint-Pierre. Et donc, en fait, c'est drôle parce que de l'hôpital Saint-Pierre, donc, c'est drôle parce qu'il y a, voilà, tous les gens ont un peu leur motivation. Il y en a, c'est juste parce qu'ils aiment la bière. Il y en a, c'est pour découvrir cette bière. Il y en a, c'est parce que, les cyclistes, c'est quand même chouette, c'est sympa que vous apportiez ça à vélo. Et il y en a, c'est vraiment, en plus, ils soutiennent les hôpitaux, c'est trop chouette. Enfin, voilà. Donc on s'était dit, parce qu'on débriefe souvent avec Sam de la brasserie, du coup, il va y avoir un effet de mode, tu vois, ça va retomber et tout. Et en fait, la commande reste assez stable. Ce sera plus 400 par semaine, mais on est peut-être encore à 250, 300, quoi. Donc le truc continue à tourner. Et toutes les autres brasseries s'y sont mis dans la foulée. Après, on a eu que la brasserie de la Seine, la brasserie Surréaliste, la brasserie No Science, la Brussels Beer Project fait ça aussi, mais voilà, il y en a que 1 ou 2 qui font ça à vélo, malheureusement. Après, voilà, ils ont leurs contraintes, les autres vendent sans doute moins, mais en tout cas, chapeau à Sam d'avoir dit, notre priorité, c'est pas la marge, mais c'est de faire ça bien, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais. Et il y a des précautions particulières qui sont prises avec le virus et tout ça, ou... Nous, on a certainement... ça te tombe bien. On parle de virus, j'ai envie de tousser. Non, mais ça fait 2 semaines que je tousse. Donc je devrais déjà être mort si c'était ça. Ou surtout immunisé, ce que je dois être, à mon avis. Mais voilà, on fait bien attention à respecter évidemment le social distancing. Tout ce qui est travail de manutention est fait avec des gants, parce que les bacs sont des bacs spécifiques, c'est des bacs, c'est des caisses où il y a un mix de toutes leurs bières, en fait. Comme ça, c'est bien parce que les gens ne doivent pas choisir, ça complique pas du tout la tâche logistiquement. Si quelqu'un répond pas, on peut le livrer à l'adresse suivante. Tout, donc voilà. Mais donc toute cette manutention est faite avec gants et masques. Et nous, quand on livre, on a des gants aussi, et dans la mesure du possible, un masque. Bon, voilà, c'est pas toujours facile pour respirer, mais on
on n'est jamais à zéro risque quand il y a de la manutention et on dit bien aux gens de faire attention à ça aussi, mais on prend les précautions nécessaires. Ouais. Il y a des filles qui livrent aussi avec vous Il y a Baptistine que j'ai croisée, mais elle livrait des masques. Il y a Julia qui a livré sa palette de bière. Julia qui bosse pour Dioxyde. Donc en fait, Dioxyde de Gambette, moi ma société s'appelle Maboule, puisqu'on peut pas dire de marque. Voilà, avec deux O, je crois. Hein. Maboule avec deux O et pas de E, ça fait toujours rire et on retient. Mais voilà, nous c'était pas notre core business. Et donc j'ai une équipe de rouleurs, j'ai des vélos, mais l'idée c'est que voilà, c'est qu'on soit un partenaire d'autres et Dioxyde de Gambette, dont je suis coopérateur aussi, était le partenaire historique de Hans Toumelings, et donc voilà, j'avais pas juste dans l'idée de voler le client des potes. Et donc on s'est remis autour de la table, vu que moi j'ai bénéficié des largesses de Sam, voilà, moi je fais pas le difficile là-dessus, on a travaillé ensemble et là maintenant on se partage 50-50, donc il y a plus de 2 ou 3 rouleurs de Maboule qui roulent tous les jours et 2 ou 3 rouleurs de Dioxyde aussi, donc il y a quand même encore du boulot là-bas. Après voilà, la livraison à vélo, il y en a plusieurs qui passent, on parlait des livres tout à l'heure avec toi Katia, les masques aussi, donc là il y a un gros projet que la région bruxelloise a mis en place et qui a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Urbike, qui est une autre société qui livre à vélo et qui fait beaucoup pour l'instant. Et donc là, ils ont livré, alors je ne sais pas la quantité de masques, mais je sais qu'il y avait 1600 bénévoles répartis sur tout Bruxelles. Donc il y a 1600 adresses, 4 fois ce qu'on a fait avec les bacs à peu près. Après, c'était beaucoup plus léger parce que c'était pas de la bière, c'était des masques et des boîtes en carton, mais l'idée c'était d'aller déposer des masques, du tissu et du fil. Les gens cousaient les masques et allaient rechercher après ces adresses-là. Donc en fait, il y a plus que 1600, il y a 3200 adresses puisqu'il faut aller les chercher et puis il faut les déposer puis aller les rechercher, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai fait aussi un jour avec Urbike. C'est une belle usine en tout cas. Hein. Voilà. Ouais. Ça tourne. Ouais, non, c'est... Allez, je crois que c'est tout bénef pour la livraison maintenant. La livraison tout court, je veux dire, c'est tout bénef, c'est-à-dire que ce secteur explose parce que plein de gens n'osent plus sortir de chez eux, plein de gens ne peuvent pas, etc. Et bon, il y a une partie un peu plus grande qui passe au vélo, mais toujours pas une partie très grande, quoi. C'est un peu dommage, hein, pour parler un peu des stats là-dessus. Ce qu'on dit, hein, moi je répète ce que j'entends, mais ça m'avait l'air à peu près fiable, c'est que il y a environ 30% des livraisons totales en ville qui pourraient se faire à vélo, alors qu'en réalité, il y a 1% qui est effectivement livré à vélo. 1% seulement? Wow. Ouais. Donc la marge est vraiment là. Il y a des secteurs, voilà, avec lesquels on est en contact, mais qui sont toujours un peu frileux de passer le pas, et c'est dommage parce que c'est une belle occasion de tester là maintenant. Comme le pharmaceutique ou la téléphonie par exemple, et voilà, je pense qu'il y a de belles perspectives à l'avenir, mais bon, voilà, cette période de crise, elle est un peu elle est double, hein. Enfin ça génère des réactions un peu antagonistes, soit les gens se disent voilà, c'est une opportunité, allons-y, lançons le vélo, et d'autres disent on risque déjà de se casser la gueule, soyons prudents. Continuons les recettes qui ont toujours marché, surtout qu'en fait, comme il n'y a plus de circulation, livrer à vélo a plus vraiment un avantage concurrentiel par rapport à, si ce n'est l'avantage principal qui est environnemental, mais sinon par rapport à la camionnette, on est logistiquement rarement gagnant. Ouais, espérons que toutes ces initiatives donnent des idées pour quand on sera sorti de cette crise, pour que peut-être le jour où la circulation sera revenue, puisque malheureusement elle risque de revenir, qui réfléchissent peut-être à l'efficacité de la solution vélo, en ayant été témoin pendant ce confinement de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui est en train de se passer. On en voit plein des livreurs à vélo passer tout le temps, quoi. Ouais, on voit surtout des livreurs ubérisés de bouffe, hein, mais bon, ouais. J'avoue que c'est une belle opportunité, mais la question du qu'est-ce qu'on va faire après, tu vois, qui commence à redémarrer, elle est pas que valable
ça, on peut évidemment parler de ça, mais elle est valable pour tout, quoi. Ok, merci Ben, à bientôt. Merci, bisous Katia, bisous tout le monde. Melancholy madness, let it slip away. Good things come back to you, let me hear you say. 5 days of hard work and maybe so much more. But can you tell me what the weekend's for? Of your sadness, let it drift away. Good things come around in threes, and it's a third of the third a day. Ain't no feeling better than just to bring the noise. Wash off all your troubles and let me hear your voice and dance. Well, come on, just one night, your soul feels right, so let scene of silence, smash that quiet spell, dance right through another night and let your feet do the work instead. Rent brings home the money, money makes a good times play. Holding back is just an act, so let me see everybody swing and dance. Well, come on, just one night, your soul feels right, and let yourself go and dance. Well, come on, you know you got it in you now, so let yourself go. It's a nothing story, but we've all been there before. What's the point in all of this, bringing you down, 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 down? Look across the room right now, they stand without a smile. Making up the numbers isn't right. And dance, well, come on, dance, well, come on, let yourself go, baby, and dance, well, come on. On s'écoutait Let Yourself Go de Solid Brass Band 10 Years of Northern Funk de Smooth and Terrell. Parti depuis des mois pour un tour du monde à vélo, Alex Gibon du projet Bike to School nous explique comment il a réussi à revenir malgré la pandémie et le blocage aérien mondial. Bonjour Alex Gibon du projet Bike to School. Comment vas-tu? Bah ça va, je suis soulagé. Un peu déçu mais soulagé. Donc pour resituer, on te suit depuis le début des sockets en titane, puisqu'il faut savoir que tu es parti depuis septembre à vélo jusqu'en Afrique. Ouais, et la dernière fois qu'on s'était eu en ligne au mois de mars dans les sockets, tu étais tu étais presque en Sierra Leone. Au mois de mars, non, j'étais même déjà au Libéria. J'étais à Monrovia, déjà la capitale du Libéria. Tu étais au Libéria. Ouais. Et puis donc depuis un mois, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Tu as vécu des heures et des jours intenses, d'après ce que j'ai compris. Tu vas nous raconter ça. Donc tu es parti de Monrovia, la capitale du Libéria, en direction de la Guinée à la base, je crois, non? Mais ce que je voulais en fait, c'était passer la période de lockdown en Côte d'Ivoire. Donc je suis passé à la frontière ivoirienne. Mais malheureusement, donc à la frontière ivoirienne, j'ai été bloqué parce que le chef de poste là-bas ne voulait pas me faire passer. Enfin voilà, c'était juste légalement je pouvais passer, j'avais un visa et les frontières étaient encore ouvertes, mais c'était juste lui ne voulait pas me faire passer parce que j'étais blanc et que donc j'amenais le corona. Oh là là.
Et pourquoi il fallait aller en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y avait un consulat belge qui était plus important que celui de... Ouais, c'est ça. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a une ambassade belge, tout simplement, alors que au Libéria, il y a un consulat honoraire. Et donc, en fait, l'ambassade belge en Côte d'Ivoire s'occupe également des affaires au Libéria. En plus de ça, bon, la Côte d'Ivoire a quand même un système de soins de santé qui est meilleur qu'au Libéria, et puis il y a plus d'expatriés en Côte d'Ivoire qu'au Libéria. Enfin, c'est un pays plus riche aussi, la Côte d'Ivoire, donc je me suis dit, bon, c'est quand même plus prudent que je passe la frontière et que je me terre un petit peu là-bas en attendant un vol de rapatriement. Et donc tu as roulé jusque la frontière en Non, j'ai pris une voiture en fait en une journée jusqu'à la frontière. Ok. Ça c'était mi-mars. Mi-mars, et puis là j'ai été bloqué, quoi. Donc tu as mis ton vélo dans la voiture pour aller jusque là. Ouais. Et là ça n'a pas été puisque tu t'es... Ah non, c'était la galère, quoi. C'était la grosse galère. À la frontière, ils voulaient pas me faire passer. Du coup, j'avais un tampon de sortie du Libéria dans mon passeport. Et en Côte d'Ivoire, ils voulaient pas me faire rentrer. Donc, je pouvais ni avancer, ni reculer. J'ai dû dormir dans le no man's land entre les deux pays. Enfin, c'était une période c'était vraiment pas chouette, quoi. Parce qu'à la fois, je jouais un peu une course contre la montre parce que les choses évoluaient de part et d'autre. Les pays commençaient à prendre des mesures de plus en plus strictes, donc bon, il fallait quand même se dépêcher, mais je trouvais pas de solution. Je suis resté finalement 2 nuits à la frontière. Heureusement, il y a des gentils policiers libériens qui m'ont aidé moyennant quelques billets. Aider à quoi faire? Aider en fait à passer en Côte d'Ivoire. Ils ont essayé d'établir des contacts, etc., pour que je puisse passer. Bon, évidemment, l'ambassade a beaucoup aidé pour que je puisse passer aussi, a passé beaucoup d'appels aux différents postes ivoiriens, mais j'essayais d'avoir de l'aide de toutes parts, quoi. Et les policiers libériens m'ont aidé, mais finalement, au bout de 2 jours, je voyais bien que passer la frontière ivoirienne, ça n'allait pas aller. On a essayé à d'autres endroits, on a envisagé avec des faux papiers pour passer par la Guinée et puis par la Côte d'Ivoire, mais je me suis dit, ouais, mais non, parce que si je suis bloqué en Guinée, c'est la galère aussi. Enfin, c'était... on a passé à une autre frontière, j'étais dans la jungle, j'ai passé avec une pirogue au-dessus d'une rivière avec mon vélo dessus, enfin c'était vraiment comme dans les films, quoi. Ah ouais. C'était incroyable. Et puis finalement, bon, j'étais vraiment au bord de la crise de nerfs, j'en pouvais plus parce que les choses allaient évoluer, quoi. Donc finalement j'ai dit bon on rentre à Monrovia, quoi, sauf que j'avais toujours le tampon de sortie dans mon passeport, mais heureusement les 2 policiers m'ont escorté jusqu'à la capitale. Il y a eu 8 checkpoints sur la route, mais chaque fois ils ont bien géré, ils ont montré leur badge de policier, ils ont dit ah, c'est bon, il est avec nous, il a eu des problèmes à la frontière, etc. Donc voilà, je suis arrivé sain et sauf à Monrovia, j'ai réglé mon passeport là-bas, et puis les Allemands ont organisé un vol de rapatriement et je suis en Belgique depuis 2 jours. Ah, c'est les Allemands qui ont organisé ça? Ouais, c'est les Allemands qui ont organisé, mais c'était avec Brussels Airlines et la seule ligne qui part de Monrovia va vers Bruxelles, donc moi ça m'arrangeait complètement, quoi. Ah oui. Et ton vélo donc a été pris dans la soute? Ouais, aucun problème. Mon vélo dans la soute, je l'ai remonté à Zaventem et je suis rentré à vélo à la maison depuis Zaventem, tout simplement. Ça devait être un peu surréaliste? Complètement. Complètement. Ah ouais, non, c'était bizarre, quoi, rentrer dans cette ambiance ici. La température aussi, pour moi là, il fait moins 20 000. Et puis tout est calme, quoi. En Afrique de l'Ouest, c'est autre chose, quoi. En Afrique de l'Ouest, ça gueule dans tous les sens. Si c'est pas les klaxons, c'est les gens, c'est l'agitation en rue. Ici, c'est calme, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ah là, pour le coup, c'est calme. Hein. Ah oui, là, en plus, oui, c'est ça. C'est doublement calme, quoi. Ouais. Et tu es resté confiné dans ta chambre au Libéria combien de temps? Oui, en fait, le lockdown n'était pas déclaré au Libéria, mais bon, évidemment, c'était plus prudent de rester en lockdown. Donc, je suis revenu de la frontière ivoirienne le 19 ou le 20 mars. Donc, je suis resté 2 semaines. Enfin, oui, et puis alors, je me suis tapé 1 semaine de malaria. Parce que je pense que j'ai tellement stressé à la frontière que mon système immunitaire a baissé. Et donc, arrivé à la capitale libérienne, boum, j'ai eu la malaria directement. Pendant 4 jours, j'étais terrassé. Et puis, ouais, je crois que... Est-ce que je suis pas resté 2 semaines ou 2 semaines et demie?
à la capitale en confinement, mais ça va, je me suis occupé. Mais tu sortais quasi pas alors? Tu étais dans une chambre Ouais, en fait, j'étais dans une chambre chez un ami belge en fait qui travaille là-bas au Liberia. D'accord. Donc ouais, je restais dans ma chambre, dans le compound. Bon, de temps en temps, je sortais aller faire des courses, hein, mais bon, après voilà, je suis vite limité. Je vais pas aller faire de promenade ou. Mais en tant que blanc, ça a été chaud quand même. Mais en tant que blanc, moi j'ai eu peur quoi en fait. Au Liberia particulièrement, j'ai rien entendu, mais évidemment j'avais peur aussi de ça. C'est que j'entendais de plus en plus les blancs qui étaient attaqués par les Africains parce que, sous prétexte qu'ils amenaient le corona. Et donc j'ai entendu ça, j'ai entendu des histoires au Kenya, en Tanzanie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal. Donc ce qui faisait quand même assez peur, quoi. Les ambassades commençaient à prévenir, faites attention, il y a des attaques envers les blancs. J'ai moi-même vu une vidéo d'un ami cycliste chinois qui faisait du vélo en Afrique de l'Ouest et là il était au Ghana pendant la période de Corona et il a filmé une scène où les Ghanéens tiraient sa tente et la jetaient sur la rue, prenaient son vélo et jetaient son vélo sur la rue. Enfin voilà, c'était effrayant à voir, quoi. Et ça a été, il s'en est sorti cet ami Oui, alors heureusement j'ai pu trouver via un logement pour lui. Heureusement, il s'en est sorti. Il a été obligé d'avoir un test à l'hôpital pour le corona, mais bon, comme ça faisait des mois qu'il était en Afrique, bon, c'était évidemment le test était négatif. Mais non, finalement, ça va. Lui, c'était pire que moi, mais non, il a trouvé finalement un pied-à-terre en attendant un vol de rapatriement. Mais je sais qu'au Sénégal aussi, il y a des gens, on les a attaqués. Enfin, j'ai vu des vidéos en Côte d'Ivoire aussi où on sortait des blancs des voitures. Enfin, c'était effrayant, quoi, quand même. C'était effrayant. Qui aurait cru que dans ce périple qui avait commencé au mois de septembre, ce serait un bouleversement pareil? C'est clair, quoi. Ah non, mais personne de la Terre aurait pu imaginer une pandémie pareille, quoi. Ah non, c'est invraisemblable. Ton projet pour une ASBL qui se nomme Betsalel et qui donc visait à soutenir une école au Burkina. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Ça, évidemment, c'est une grosse déception parce que j'étais censé pédaler jusqu'au Burkina Faso. Justement, aller voir l'école, l'école que j'aide en collectant des fonds. On invite d'ailleurs les auditrices et auditeurs à aller voir la page Facebook de l'ASBL et le site s'ils veulent financer, t'aider. Voilà, ouais. On est déjà, je crois, à 4000 €, je pense. Ouais, je crois qu'il y a déjà 4000 € de récoltés, un peu plus peut-être. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ben voilà, j'étais censé pédaler jusque-là. Bon, malheureusement, il n'y a rien de ça, mais ouais, ça c'est aussi, évidemment, ça c'est difficile parce que j'étais censé les voir en 2019, mais ça n'a pas eu lieu à cause des attaques djihadistes au Burkina, puis maintenant c'est à cause du corona, enfin bon. Ouais, ça évidemment c'est pas facile. Et puis, bon, je visite aussi, parallèlement à ça, je visite les écoles primaires, donc, sur mon chemin. Oui, où tu répertories les jeux éducatifs, notamment. Ouais, c'est ça. Donc je visite les écoles, effectivement, primaires seulement, pour répertorier des jeux éducatifs. Et ça, j'ai fait depuis le Maroc, en fait. Depuis l'entrée en Afrique, j'ai fait ça. Il faut que je compte aujourd'hui combien d'écoles j'ai visitées. Mais bon, c'est environ 10 écoles peut-être un peu plus que 10 écoles par pays. Et bon, au Liberia, malheureusement, quand je suis arrivé au Liberia, les écoles fermaient. Justement, pour cause de Corona. Et donc, j'ai visité aucune école au Liberia. Mais voilà, les dernières écoles que j'ai visitées, c'était en Sierra Leone. Ouais. Ok. Mais quand même si ce voyage s'arrête avant son terme, il y a quand même, t'as vécu des mois passionnants. Ah, absolument. Ah ouais, non, c'est ça que je dois me dire, et c'est ça que tout le monde me dit aussi. C'est quand même incroyable, t'as été jusque-là, t'as fait 10 000 km, c'est dingue. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est pas rien. C'est pas rien, non, clairement. Ah ouais, non, clairement, j'ai vécu plein de trucs, et j'ai eu des moments super intenses, des conversations super intéressantes. Enfin, ouais, non, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses, quoi. Et puis, c'est un peu pour ça qu'on va en Afrique aussi. C'est peut-être pas forcément pour les paysages, parce que je peux pas dire que j'ai vu des beaux paysages, mais j'ai pas vu des paysages comme on peut en voir en Asie centrale ou en Amérique du Sud.
Mais c'est surtout les gens, quoi, en fait. C'est vraiment le contact avec les gens, quoi. En Afrique, c'est vraiment, ouais, c'est ça, quoi. C'est ça qui est très particulier, quoi. C'est incroyable. Oui, on entend que tu as encore ça en toi, l'expérience humaine t'a marqué. Hein. Ah ouais, vraiment, mais dès le Maroc, hein, vraiment, dès le Maroc, les Marocains, c'est des gens incroyables, quoi. Et puis ça a continué en Mauritanie, et puis dès que j'arrive, bon, voilà, dès que tu arrives au Sénégal, tu es en Afrique subsaharienne, et voilà, les gens sont tellement peu méfiants, on me laissait dormir où je voulais, enfin, je demandais à quelqu'un si je pouvais dormir, on cherchait même pas à savoir qui j'étais, je pouvais dormir où je voulais. On me servait toujours à manger. Enfin, l'accueil était, j'étais toujours servi comme un roi depuis l'Afrique. Enfin, vraiment depuis l'entrée en Afrique, depuis Tanger au Maroc, c'est. Et le fait que tu étais à vélo donnait aussi un côté plus proche des gens? Oui, je pense bien. J'ai rencontré des touristes en voiture, et là c'était autre chose en fait. Ils m'ont dit que bon, on a un peu partagé les expériences, et c'est vrai que moi, à vélo, c'est autre chose, quoi. J'attire les curiosités, j'attire les regards. C'est qui ce gars avec si chargé un vélo comme un tank? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça à vélo? Forcément, quand je demande est-ce que je peux dormir là, on m'a jamais demandé de l'argent pour dormir. Chaque soir, je demandais au chef du village si je pouvais dormir. Toujours, c'était OK, mais jamais on m'a demandé de l'argent. Et j'ai dit ça à plusieurs personnes, plusieurs touristes qui m'ont dit « Ah, c'est incroyable, j'aurais attendu le contraire. » Parce que moi, c'est vrai que c'est déjà arrivé quand j'étais en voiture. Ben voilà, moi, si je suis à vélo, c'est différent. Maintenant, les gens me disent « Ah ouais, d'office, les Africains vont en profiter pour te demander de l'argent. » Mais rien, vraiment, rien, zéro, quoi. J'ai jamais eu ça. Non, j'étais toujours accueilli comme un roi. Après, il faut dire aussi, c'est sûr que comme tu dis, je suis à vélo et ça change. Mais il faut pas se leurrer, il y a aussi le privilège du blanc. Parce que je suis blanc, en Afrique subsaharienne, tu as des privilèges. Ça tire les regards, on aime bien discuter avec toi, on va être beaucoup plus soft avec moi, quoi. Ça, c'est clair. Ok. Mais donc, on rappelle, parce que on va devoir écourter malheureusement l'interview, mais on rappelle les sponsors qui t'ont soutenu dans cette aventure. Hein. Il y avait déjà Decathlon de Nivelles, ouais, Decathlon de Nivelles, ouais. Avec le vélo qui a fait tout ce voyage avec toi, Riverside. Ouais, de Riverside, effectivement. Donc Riverside m'a donné un vélo que je devais tester, donc, et je devais remplir un questionnaire à la fin de chaque mois. Et puis, pour répondre évidemment tout à la qualité du vélo, pour qu'ils puissent après le mettre sur le marché. Et puis, il y a eu Wikitree, donc, qui est une société de consultance basée en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc, et ouais. Le vélo Decathlon, t'en es globalement satisfait alors de de tout ce que tu lui as fait subir? Franchement, je dois dire que oui. Il y a bon, évidemment, comme c'est un prototype eux-mêmes, bon, voilà, c'est un prototype, donc il y a quelques trucs qui ont cassé, mais que j'ai facilement pu réparer. Non, globalement, il a bien tenu la route. J'ai eu 2 pneus plats en 10 000 km. J'ai eu aucun problème au niveau du dérailleur. J'ai rien dû remplacer. J'ai pas dû remplacer la cassette, la chaîne. Ouais. Enfin voilà, j'ai lavé mon vélo. Des pneus Schwalbe ou Même pas en fait. C'était des pneus de la marque de Decathlon, tout simplement. Bon, ils sont bien lisses. Hein, je vais pas te mentir, ils sont très lisses. J'ai mon vélo devant moi là justement, je le regarde. Mais non. Ouais, non, ça a bien. Franchement, ça a bien. La selle, c'est une selle random de Decathlon, mais incroyable. C'est la selle qui me fit parfaitement, quoi. Maintenant, j'aurais plus que celle-là, quoi. Écoute, comme quoi il faut pas un budget impressionnant pour partir avec un vélo valable. Oui, tout à fait. Vraiment, ça, c'est un truc qu'on peut dire. Il y en a qui achètent des vélos à 2400 €. Franchement, moi, j'ai vu des gens rouler à vélo. J'ai rencontré un Allemand en Guinée-Bissau qui roulait avec un truc. Je peux même pas appeler ça un vélo, quoi. C'était. Voilà. J'aurais tout vu. Franchement, j'ai tout vu. J'ai vu des Namirois qui sont partis à Pékin à vélo sur des vélos de dames hollandais. Enfin,
j'ai tout vu, quoi. Franchement, on peut partir avec tout. Ok. Il y a aussi casse-noisette.be et Ludobel, je pense, qui t'ont soutenu. C'est ça, Ludobel, ouais, l'association de jeux à Bruxelles. Casse-noisette qui a donné des jeux en bois pour quand j'arrive dans les écoles. Ça, c'était très chouette aussi. Mais t'as pas pris sur toi à vélo, quand même, ces jeux aussi? Ouais, ils étaient avec moi à vélo, ouais. J'en avais peut-être un peu trop, mais après, je jouais aussi avec les enfants, quoi. D'accord. On rappelle le nom de l'ASBL. BETSAL, 2E et puis L. Voilà, 2EL.be ou la page, le compte Instagram qui retrace pas mal tout ton périple. Bike, tout avec un 2, school, comme l'école. Avec des traits en bas. Bike, underscore 2, underscore school. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Alex pour avoir... Merci Clément, merci de m'avoir suivi, c'est cool. Telephone, all you get is a dial tone, trying to see what I've been on, when I just wanna be left alone. See, you don't check to see if I'm alright, but sometimes I can't sleep at night. I know you think you envy this life, but things ain't what they seem, it's by life. So Ça faisait déjà longtemps qu'on avait dans les sockets en titane le projet d'interviewer Wheel of Care, les infirmières et infirmiers à vélo à Bruxelles. Et c'est chose faite puisque Katia a rencontré par Skype Flora Bilio, qui est infirmière chez eux et qui va nous parler de leur travail plutôt compliqué en ce moment. On est avec Flora de Wheel of Care, qui est une... Flora va nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit, mais je suis ravie de t'accueillir, en tout cas, de t'accueillir à distance, Flora. Merci. Tu peux présenter peut-être un petit peu Wheel of Care en quelques mots, de quoi il s'agit, de quand ça date et tout ça? Oui, donc Wheel of Care, c'est une collaboration entre des sages-femmes et des infirmières qui offrent les soins à domicile à Bruxelles. Et en fait, ce qui nous démarque un peu d'autres organisations, c'est qu'on fait tout uniquement à vélo. Et donc, on se déplace à vélo électrique. Et on a commencé Wheel of Care le 13 février 2017. Donc, ça fait 3 ans maintenant. Et voilà, on a commencé à 2. Et maintenant, on est une équipe de 12 sages-femmes et infirmiers. Super. Et donc, vous travaillez en direct avec les particuliers ou comment ils font pour vous contacter les gens dans le besoin, ou c'est avec des associations? Oui, donc on travaille avec le système du tiers payant et on est conventionné. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de barrière financière pour avoir accès à nos soins. Et c'est surtout les hôpitaux qui nous contactent et les médecins traitants. Et puis alors, on se rend compte maintenant, comme ça fait 3 ans qu'on existe, qu'il y a quand même beaucoup de bouche à oreille. Et avec les réseaux sociaux aussi, on se rend compte qu'on est assez populaire parce qu'on est fort actif sur Instagram et sur Facebook. Et donc, voilà. Ok, donc c'est Wheel of Care, le nom sur Facebook, Instagram aussi, qu'on peut vous trouver, Wheel of Care, c'est ça? Oui, et donc petite note allez, marrante, parce que tout le monde ne s'en rend pas toujours compte. Donc ça s'écrit Wheel of Care, donc la roue du soin, mais ça se prononce We Love Care. Donc on a Subtil, joli. Effectivement, c'est bien trouvé en tout cas.
Donc, tu disais vous roulez sur des vélos électriques et comment ils sont conçus? Moi, j'ai vu quelques images et tout ça et pour le transport du matériel, ça a l'air pas mal fichu. Mais tu pourrais un petit peu décrire peut-être comment vous installez sur les vélos? Oui, on a choisi pour des tout petits vélos, c'est des vélos easy, ça s'appelle. Pourquoi des petits vélos? Parce que comme on va souvent chez les gens à la maison, on doit pouvoir on essaye de les ranger, de les parquer le plus possible à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait un vélo assez compact. Et donc, on a un grand bac devant pour mettre notre sac à dos. Et derrière, à l'arrière, on a une petite valise, une petite boîte avec tout notre matériel. Et comme on sait le soir à l'avance chez qui on va aller, chez les patients et ce qu'on va devoir faire, au final, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Parce que donc, Wheel of Care, on aime bien aussi le point de vue écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on prend toujours le strict minimum et on fait attention à ne pas trop utiliser trop de matériel. Et donc, notre petit vélo et nos petites boîtes sont plus qu'assez pour faire les soins qu'on doit faire. Comment réagissent les patients, les nouveaux patients, par exemple, quand ils vous voient arriver comme ça, à vélo? Ils sont étonnés, ils savaient peut-être ou... Il y a une diversité énorme à Bruxelles et donc on se rend compte maintenant, après 3 ans, qu'il y a vraiment des patients qui choisissent Wheel of Care vraiment pour ce point de vue écologique et le point de vue vélo. Et puis il y a d'autres patients qui c'est pas du tout leur monde, le vélo, l'écologie, tout ça. Et quand on arrive là avec notre casque et notre gilet jaune et tout ça, ils se demandent toujours, mais enfin, vous venez à vélo, c'est quoi ça, c'est dangereux et tout. Et puis on leur explique qu'en fait, non, que c'est beaucoup plus pratique le vélo, qu'on ne doit pas chercher de place de parking, qu'on ne doit pas acheter d'essence, tout ça, et qu'en plus c'est bon pour la santé. Et donc on se rend compte maintenant petit à petit qu'on influence ou qu'on inspire certains patients qui au départ sont pas du tout des cyclistes ou c'est pas du tout leur monde le vélo. Et en fait, ils se rendent compte qu'en effet, c'est bel et bien possible dans une ville de se déplacer uniquement en vélo pour son travail. Ouais, en plus, j'imagine qu'un autre atout que vous avez, c'est que du coup, vous n'arrivez jamais en retard, quoi, à vos rendez-vous chez les patients. Oui, on n'est pas dans les bouchons, on ne doit pas chercher de place de parking, donc on est tout le temps très, très à l'heure. Et en fait, le temps qu'on gagne parce qu'on ne doit pas chercher de place de parking et tout ça, ou d'être dans les embouteillages, en fait, ce temps-là, on le consacre aux patients et c'est un moment, en fait, pour, à côté du soin, demander comment ça va, comment vont les petits-enfants, comment s'est passée la journée, ou qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine, ou même de prendre une petite tasse de café ou de thé avec le patient. Ouais, super. Ouais. Donc aussi, notre slogan, c'est slow care on a fast bike. Donc vraiment le slow care, comme le fast food et le slow food, on veut vraiment, parce que la plupart des soins à domicile, tout doit aller très très vite et c'est pas la qualité, mais surtout la quantité qui compte. Et chez nous, on veut vraiment l'inverse. Ouais, c'est top. Et dans le contexte actuel, maintenant, avec le coronavirus, le boulot a changé. Comment tu le vis? Comment l'équipe le vit? Oui, en effet, ça a quand même un impact. Parce qu'au tout début de la crise, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de matériel, on n'arrivait pas à se protéger correctement. Et donc, il faut savoir qu'on va vraiment chez les gens à la maison. Donc, prendre des distances, c'est pas possible du tout dans notre boulot. Et donc, on a posté sur nos réseaux sociaux une demande pour des masques. Et les Bruxellois ont commencé à faire des masques eux-mêmes en masse. Et c'est super, quoi. Donc maintenant, on a tous au moins un masque et aussi des masques qu'on peut donner aux patients. Et à côté de ça, au tout début de la crise aussi, les 2 premières semaines, c'était très, très difficile parce que évidemment, les patients ont plein de questions, ont beaucoup d'angoisse, ne savent pas ce qui se passe. Et sur les réseaux sociaux, il y a souvent beaucoup de fake news. Et donc, c'était très difficile pour eux à filtrer le vrai et le faux. Et donc, nous, on essaie vraiment d'aller sur les plateformes où ils donnent toutes les bonnes informations. Et donc, on prenait vraiment notre temps pour tout expliquer. Mais donc, ça fait que nos journées étaient très, très, très longues et elles le sont encore. Et ça, c'était pour le point de vue infirmier. Et pour le point de vue sage-femme, les parents sont très, très isolés maintenant parce que leurs familles ne peuvent pas venir les aider ou faire un peu de cuisine ou aider la maman ou quoi. Et donc, souvent, notre rôle de sage-femme ne se restreint pas juste aux soins de la sage-femme, mais aussi
on devient vraiment encore plus qu'on l'est d'habitude, une épaule, une oreille, pour les soutenir encore plus dans ces moments difficiles, quoi. C'est un moment clé dans leur vie et ils se retrouvent vraiment très isolés et c'est pas facile. Ouais, je vois. Et dans l'équipe, donc, vous étiez, donc c'est toi qui as fondé We Love Care, à la base. Donc tu étais déjà cycliste, j'imagine, au départ, tu te déplaçais déjà à vélo. Oui. En fait, quand j'étais... Oui, dis-moi. Et dans le reste de l'équipe, ça m'intéressait de savoir si tu as accès plus spécifiquement des infirmiers, des infirmières qui étaient déjà préalablement cyclistes ou pas spécialement. En fait, c'est vrai que la plupart, c'est déjà des vrais cyclistes de base. Mais on a deux collègues qui, à la base, elles se déplaçaient en voiture et le vélo, oui, elles savaient faire du vélo, mais c'était pas un must dans leur vie ou une passion comme par exemple chez moi. Et c'est génial à voir qu'en fait maintenant elles se rendent compte que non, en fait on fait tout à vélo maintenant, c'est beaucoup plus chouette. Donc oui, il y a une évolution que je vois vraiment fort dans nos collègues. Ouais, c'est super. Donc vous plantez vraiment des petites graines partout, en fait, aussi bien auprès des patients qu'auprès de nouvelles recrues qui éventuellement ne sont pas convaincus au départ. Ouais, c'est top. Et pour conclure, peut-être, est-ce que tu as, je sais pas, une petite anecdote amusante ou qui serait arrivée ou moins amusante, peu importe, quelque chose qui vient à l'esprit de particulier? J'en ai peut-être deux. J'en ai une souvent, il y a maintenant, les tout premiers bébés de We Love Care ont déjà 3 ans. Et donc, les derniers mois, on reçoit souvent des petites vidéos de parents qui nous envoient leur enfant qui apprend à faire du vélo et en disant « Ah vous nous avez inspiré, merci beaucoup ». Et ça fait super fort plaisir. Et il y a 1 an, je crois, maintenant, c'était une famille qui faisait tout en voiture et qui, au départ, était vraiment là, genre, franchement, le vélo, vous êtes complètement dingue, c'est super dangereux et tout. Et il y a 1 an, ils m'ont envoyé un message, genre, oui, au fait, on a vendu notre voiture et maintenant, on fait tout à vélo. Waouh! Vraiment super. Allez. Ça fait vraiment plaisir de se dire ok, on peut inspirer les gens en étant des espèces de pionniers à Bruxelles. Bien sûr. C'est pas sans espoir à Bruxelles. Génial. Bravo vraiment pour tout ça. Et puis bon courage à toi et à toute l'équipe. Et voilà, je trouve ça vraiment super, vraiment bravo. Merci beaucoup Flora. De rien. Et donc je rappelle une fois le nom, donc c'est We Love Care, W-H-2-E-L of Care, donc de soins, qui se prononce donc We Love Care. Et donc vous êtes sur Facebook, Instagram et alors le site web aussi qui est super bien fait. Merci beaucoup, bon courage. Ta peau, Lady Angola, café noir et robe blanche, buvez-moi ça serré. Dans ce bar, pas de peau, Lady s'envola, disparu, pas de chance de ce café serré. We love African woman. Africa, oh, Lady Angola, Lady Angola. Dans le coin d'un bistrot, Lady se posa. La musique plein les hanches, j'avance à pas serré. Chaud
veux ça. Cœur touché à l'arme blanche, frappez-moi ça, c'est. We love African woman. Oh, hey yo. We love African woman. Ha, Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Napawe. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Son petit doigt sur ma peau, Lady dessina une jolie rose blanche et m'embrassa serré sous les draps d'un lit chaud. Lady Angola m'a fait faire nuit blanche, on s'est collé serré. We love African woman. Oh, le Rio Colonia. We love African woman. Ha, Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Ah, Lady Angola. Woman. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Lady Angola. Sonna, j'allume la lumière blanche, pas de l'église serré. Dans ma ville, mon ghetto, je vis pas à pas et je travaille même le dimanche. Pour moi la vie serré. Les Sockets en titane ont aujourd'hui le plaisir de vous présenter Cycling to Get Earth, le projet de Julien Defourny qui a exploré l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord à vélo et en kayak et qui est en train de réaliser le film sur les voies des Amériques avec le teaser qui a été avant-hier disponible sur les réseaux. Okay, bonjour Julien Defourny. Merci de nous accorder cette interview pour les Sockets en titane, l'émission donc dédiée au vélo de Radio Campus. Tu es âgé de 30 ans, belge. Tu vis précisément dans quel coin de la Belgique? Donc moi là je vis pour l'instant à Jalais, donc dans la maison de mes parents. Parce que je suis revenu de ce grand voyage il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, donc tu es parti faire l'Amérique à vélo et en kayak? Oui, c'est cela. Et donc, pardon, tu as fait un travail photo, notamment? Oui, j'ai fait un travail photo et un long métrage. Donc, en fait, il y a 4 ans d'ici, j'avais l'idée de faire une grande aventure. J'avais envie de vivre une grande aventure suite à un stage que j'avais fait avec l'ONG Miel Maya à Liège, qui consistait en fait à rencontrer tous les apiculteurs en Bolivie et de faire une étude là-dessus. Donc suite à cette étude que j'avais fait en Bolivie, j'avais passé beaucoup de temps avec le milieu rural, surtout donc en Bolivie, dans des réserves naturelles, etc. Et ça m'avait donné en fait l'envie vraiment de connaître plus de l'Amérique latine. Et donc c'est pourquoi j'ai premièrement choisi ce continent et aussi par la diversité de ce continent au niveau nature, environnement et aussi sociétal, parce que l'Amérique divisée entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, où on trouve quand même deux modes de vie et de pensée très différents. Et donc l'idée c'était de partir
sans moteur aussi à point de vue écologique. Donc pour moi, le vélo et le kayak sont les meilleurs moyens, je vais dire, de se déplacer quand même un peu plus vite qu'à pied, tout en respectant cette valeur écologique et sportive aussi, parce que j'ai toujours adoré le sport. Et donc voilà, aujourd'hui ici j'ai réalisé 46 000 km, je suis arrivé à Vancouver et le but était de retourner normalement ici le 1er avril. Bon suite à la situation c'était un peu reporté pour terminer ce voyage justement en kayak aux portes du pôle Nord, dans un petit village inuit. Et alors comme tu l'as bien mentionné, donc l'idée à travers tout ça, c'était de rencontrer des acteurs en Amérique latine, en Amérique du Nord, qui apportent des solutions au changement climatique. Donc moi, je suis parti en fait avec des questions auxquelles j'ai voulu répondre. Et donc au fil du voyage, c'est comme si il y avait une énergie d'attraction qui est venue dans mon voyage, mais j'ai attiré les bonnes personnes pour justement avoir des réponses à ces questions. Et donc, premièrement, elles étaient liées au changement climatique. Ensuite, elles ont été liées plutôt à l'homme, au sens un peu de notre vie sur Terre. Et donc, de toutes ces réponses, j'ai décidé de faire un film et une œuvre photographique. Et le film, c'est sur les voies des Amériques? Oui, c'est cela. Donc sur les voies VOIX, parce que pour moi, en fait, j'ai pas vraiment voyagé comme on pourrait croire, pour l'aventure, pour être dans l'exploit sportif, mais c'est plutôt toutes les voies, donc les voies des personnes et aussi bien de la nature, de la biodiversité qui m'ont guidé dans ce voyage. Donc c'est toutes ces histoires que j'ai rencontrées qui ont vraiment fait que moi je suis arrivé à faire ces 46 000 km et aussi à comprendre tout ce que j'ai pu comprendre pendant ces 4 années. Donc, tu as mis 4 ans pour faire ce périple? Ouais, 4 ans depuis. Donc, c'est depuis Ushuaia en Terre de Feu jusqu'à Vancouver, en passant par tous les pays de l'Amérique. Et alors, tu avais pris ton vélo avec toi? Ouais, c'est cela. Donc, j'avais fait le vélo à Liège. J'étais chez Armand. On avait fait le cadre ensemble. Donc, tout est fait à la main. Donc, sur mesure. C'est un cadre sur mesure? Oui, bon, après, il y a des cadres sur mesure où c'est au centimètre près. Ici, on a fait un cadre pour ma taille. Et il était tout à fait convenable. Mais il était, voilà, c'était totalement artisanal. Il n'y avait pas de marque. Donc, on a tout fait à base de... C'était en acier. Et voilà, le vélo a été très résistant. La preuve, il a tenu tous les kilomètres. Et voilà, c'est ce qu'il fallait, quelque chose de discret aussi, et passe-partout, et solide. Il fallait pas un truc m'as-tu vu qui donne envie d'être volé? Non, je pense que c'est mieux, voilà, quand c'est discret. Tout le monde pense d'ailleurs que c'est un vélo qui ne vaut rien, mais parce que les gens ne savent pas le système qu'il y a dessus, en fait. Quoi, le cadreur qui a fait ça, c'est Armand? C'est un Liégeois, c'est ça? Oui, Armand, c'est ça. Armand, je ne sais plus son nom de famille, mais lui a laissé le commerce. Aujourd'hui, ce sont des jeunes Liégeois qui ont repris l'affaire et qui font toujours des cadres en acier et à bon prix, parce que c'est souvent inaccessible le prix des cadres comme ça, et entre guillemets sur mesure, parce que c'est pas vraiment du sur mesure, mais c'est quand même suffisant en fait, je trouve. D'accord. Et le kayak, ça, comment t'as fait? Tu l'as pas pris avec quand même? Alors au début, on avait Packraft, donc parce que j'ai voyagé aussi au début avec plusieurs personnes, puis j'ai été... Oui, avec Laurent Poncelet, je vois, et Bertrand Taquet, qui sont des amis à toi? Oui, c'est cela, il y a Bertrand Taquet et Laurent Poncelet. Il y a eu aussi un Français qui a continué lui aussi sa route seul. Et puis après, durant le voyage, j'ai fait diverses rencontres qui ont duré... Bon, on a fait 2-3 semaines, un mois ensemble. Et donc, pour revenir à l'aspect kayak, au début, on avait pris des Packraft, donc ce sont des kayaks gonflables. Et en tout, il y avait plus ou moins 10 kg de matériel, ce qui est déjà considérable sur un vélo. Alors, on s'est vite rendu compte que la charge ne serait pas transportable sur tous les chemins qu'on voulait faire, parce qu'on privilégiait beaucoup, et j'ai aussi privilégié beaucoup par après
les sentiers de terre. Donc voilà, et c'était assez rigoureux, difficile. Donc on a vite remarqué que les kayaks, ils allaient nous peser. Donc la première chose qu'on a fait, on avait fait une expédition en Patagonie avec dans les glaciers. Et puis après, on a eu l'idée, c'était une idée, de les envoyer au point où on aurait besoin de ces kayaks. Sauf que dans tous ces pays du Sud, c'est assez complexe au niveau douanier et tout ça. Donc ça nous a coûté plus cher en envoi postaux que le kayak lui-même. Donc là, on s'est dit, ok, il faut renvoyer ça en Europe et on arrête avec ça. Alors ce qu'on a fait par la suite, c'était plutôt acheter sur place et revendre. Donc par exemple, en Amazonie, on a descendu un fleuve, toujours avec ces amis-là, pendant une quinzaine de jours. Donc c'était un bras de l'Amazonie, et là on avait acheté une pirogue à une communauté indigène. Au Panama, j'avais exploré les îles d'un archipel, etc. On m'avait donné des kayaks, je les avais rendus après. Et ici, pour le Canada, j'ai acheté 2 kayaks de mer parce que ma copine va m'accompagner. Et là, pareil, à la fin, le but serait de revendre les kayaks. Donc ok, et donc vous repartez dès que c'est possible au Canada à 2 avec ta copine. Oui, c'est cela. Donc ici, il nous restait la dernière section de ce voyage qui serait aussi la dernière section du film. Donc c'était de Vancouver jusqu'à un village inuit qui s'appelle Tuktoyaktuk, qui est en bordure de l'océan Arctique. Et on avait un voyage, c'était environ moitié kayak, moitié vélo. Avec quand même un peu plus de kayak et de canoë que de vélo. Mais voilà, la dernière partie allait se réaliser en vélo. Donc ici, on va voir quand la situation se débloque et on est parti. Ok, génial. Et donc, pour te suivre, on peut aller sur la page Facebook Cycling Together, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais donc, Cycling Together, comme la Terre, hein, en anglais, on est d'accord? C'est pédalons ensemble pour la Terre, en fait. Donc, le but, c'était à travers ce voyage, avoir conscience de choses, aller à la rencontre de solutions vraiment qui pourraient changer notre façon de faire, quoi, en fait. Ouais. Et le don culpabilité, c'est plutôt vraiment amener des solutions, de la positivité plutôt que de tout le temps voir le problème, en fait, où on n'apporte pas trop de solutions. Donc ici, même le film, voilà, j'énonce certains problèmes sans trop m'attarder, mais le but, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? C'est vraiment ça le but de ce voyage, quoi. Ok, et ce film donc est censé sortir début 2021 avec l'aide d'une boîte de production, Amerigo Park, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc... Et donc le 27 mars, normalement il y avait une exposition prévue avec tes photos, ça s'est malheureusement annulé. Oui. Mais tu proposais avant-hier, donc ce mercredi 8 avril, le teaser de ton futur film. En tout cas, merci Julien Defourny pour cette interview que tu nous accordes malgré les conditions un peu spéciales actuelles du confinement en Belgique. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale coronavirus des sockets en titane. On se retrouve tous les deuxièmes vendredis du mois de 18 à 19h30. C'était un immense plaisir. Prenez soin de vous, restez chez vous, faites bien attention. À bientôt.